Bonjour à tous, la capsule vidéo d'aujourd'hui va traiter des réactions de substitution et d'élimination des halogénures d'alkyles. Plus précisément, aujourd'hui, nous allons parler des réactions d'élimination. En fait, il y a deux classes de réactions qui vont être en compétition les unes avec les autres quand on parle d'halogénures d'alkyles. Premièrement, je peux avoir ce qu'on appelle une substitution, où je vais simplement avoir un nucléophile qui va tout simplement venir prendre la place de mon halogène. Donc l'halogène, bien sûr, ça peut être le fluor, le chlore, le brome ou l'iode, ce qui va nous donner un produit plutôt semblable à ce qu'on avait comme réactif, mais tout simplement, j'ai eu un échange entre la position de mon halogène et finalement mon nucléophile. Le deuxième type de réaction qui est probable est l'élimination. L'élimination est un petit peu plus complexe au niveau du mécanisme. Ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir premièrement l'élimination de un hydrogène ici qui va être sur le carbone voisin de celui qui supporte notre halogène. Cette élimination-là va se faire à l'aide d'un nucléophile qui va plutôt servir de base ici, qui va venir arracher l'hydrogène. Ce que je vais former, c'est premièrement une double liaison, notre hydrogène qui va être accroché à notre base finalement et notre halogénure qui va avoir été formée. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on allait parler des réactions d'élimination. Il y en a deux catégories, 2 et 1. Donc, le E de E2, donc pour élimination 2, vient de tout simplement élimination. Le 2 veut dire que l'étape déterminante ou l'étape lente est bimoléculaire. Nous allons y revenir dans quelques minutes. Ici, on a un exemple justement d'une réaction d'élimination E2 qui va se faire ici avec le composé qu'on voit ici. Ce qui va se produire, c'est que je vais avoir, par exemple, OH, qui est tout simplement la base la plus classique qu'on connaît. Donc, il va y avoir un arrachement de l'hydrogène qui est ici. Et ce qui va se produire, c'est que je vais former une molécule d'eau. Je vais avoir une formation d'une double liaison ici entre le carbone et l'hydrogène que vous voyez ici. Et finalement, le brome va être éjecté pour faire BR-. Pour ce qui est du mécanisme de cette réaction-là, ce qui va se produire premièrement, c'est que je vais avoir ma base qui est ici, qui va venir réagir avec ma molécule en allant arracher un hydrogène. On sait qu'une base, c'est un accepteur de H+. Donc, la base ici va venir premièrement attaquer l'hydrogène pour venir arracher celui-ci. Étant donné que j'ai une liaison qui se forme avec l'hydrogène, je dois briser une liaison, comme c'est généralement le cas dans des molécules organiques. Donc, ce qui va se produire, c'est que je vais avoir le bris de la liaison carbone-hydrogène. Les électrons de cette liaison-là vont s'en aller former une double liaison ici entre mes deux carbones. Et finalement, vu que j'ai une nouvelle liaison qui est formée, je dois en briser une. C'est la liaison carbone-halogène. Donc, X, on se rappelle que c'est mon halogène. On va appeler ça notre groupement partant parce que cette partie-là va s'en aller de la molécule. Donc, c'est la liaison carbone-halogène qui va se briser pour finalement former une double liaison qui avait été formée là, par la flèche que vous voyez ici, un halogénure et finalement, on pourrait dire que c'est dans le fond l'acide conjugué de la base qu'on avait au départ. Donc, ce qu'on observe premièrement, c'est que je vais avoir un halogène qui est représenté par la lettre X ici et un hydrogène sur le carbone bêta qui va être éliminé. Ce qu'on veut dire par le carbone bêta, en fait, c'est qu'on voit ici le carbone qui supporte l'halogène, on va l'appeler le carbone alpha. Le carbone voisin, on va donc l'appeler le carbone bêta. On va aussi avoir une double liaison qui va être formée. Donc, initialement, j'avais un carbone qui portait l'halogène, un carbone qui portait l'hydrogène. Bien, la double liaison va se faire justement entre ces deux carbones-ci. La réaction d'élimination 2 va être favorisée par certains critères. Donc, premièrement, pour que cette réaction-là se forme, je dois avoir une base forte parce que dans le fond, ici, j'ai simplement une seule étape à ma réaction et cette étape-là implique la base. Donc, c'est pour ça que cette réaction-là va être beaucoup plus rapide si j'ai une base qui est forte. Je dois aussi avoir un groupement partant qui est quand même assez bon, donc on dit de moyen à bon. Ça va être beaucoup moins important que dans le cas des éliminations E1 dont on va parler dans quelques minutes. Donc, ici, dans le fond, j'ai les meilleurs groupements partants au niveau des halogènes, ça serait l'iodure
Et le moins bon, ça serait le fluorure, tout simplement parce que l'ion F- est plus instable que l'ion I-. Le deuxième mécanisme d'élimination, ça va être le mécanisme d'élimination E1, qui veut dire E premièrement pour élimination, et finalement, le 1 veut dire que l'étape déterminante ou l'étape lente va être unimoléculaire, donc va impliquer une seule molécule. On va voir dans quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire. On a un exemple ici d'une réaction d'élimination E1 qui ressemble en fait beaucoup à notre réaction d'élimination E2 au niveau là, des réactifs et des produits. Donc ici on voit qu'on a un bromure. Par contre ici je vais avoir une base qui va être beaucoup plus faible qui va être l'eau. Je vais former finalement dans mes produits une double liaison, le Br-, l'ion bromure, et finalement du H3O+. Pour ce qui est du mécanisme de la réaction d'élimination 1, donc ce mécanisme-là est différent de celui de l'élimination 2 parce que premièrement, la réaction va se faire en deux étapes. Donc, premièrement, la première étape va être la suivante. Donc, je vais avoir un bris de la liaison carbone-halogène. Donc, je rappelle que X représente un halogène ici. Cette étape-là va être l'étape lente. Et l'étape lente, c'est justement ce qu'on appelle l'étape déterminante. On avait dit tantôt que dans le cas de l'élimination 1, ça voudrait dire qu'on a une élimination qui est unimoléculaire. Donc, dans ce cas-ci, l'élimination ici va se faire avec une seule molécule pour son étape lente. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on disait que c'était unimoléculaire pour E1. Donc, ça ici, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, j'ai ici, dans le fond, la formation d'un carbocation à cause que j'ai les électrons de la liaison carbone-halogène est venu se connecter avec notre halogénure ici qui est formé. Donc, mon carbocation est formé. Pour venir restabiliser ce carbocation-là, c'est de l'étape qui va être plus rapide. Je vais avoir ma base qui va être une base moins forte qu'on avait dans le cas de notre élimination E2, qui va venir simplement arracher l'hydrogène ici. Ensuite, vu que je viens de former une liaison sur l'hydrogène, je dois briser une liaison qui va être la liaison carbone-hydrogène pour venir former une double liaison entre les deux carbones qui est ici. Et ce que je vais avoir aussi qui va être formé au bout de la ligne, ça va être, on pourrait dire, l'acide conjugué de la base que j'avais ici. Donc, premièrement, ce qu'on a dans cette réaction-là, c'est que je vais avoir premièrement un halogène et finalement l'hydrogène qui provient du carbone bêta, donc l'hydrogène qui provient de ce carbone-ci, qui vont être éliminés ensemble. Donc, on va aussi remarquer que je vais avoir une double liaison qui va être formée entre le carbone qui portait initialement l'halogène et le carbone alpha. Donc, globalement, au niveau des produits de la réaction 1,1 et des produits de la réaction E2, c'est très semblant. Donc, il y a aussi certains critères qui vont favoriser une réaction d'élimination 1, comme par exemple, si on a un bon groupement partant, donc un bon groupement partant pour un halogène, ça serait le I- qui serait le meilleur, tandis que le F-, ça serait le moins bon, pour les mêmes raisons qu'on avait dit précédemment. La raison pour laquelle le groupement partant a une si grosse influence sur la réaction de E1, c'est que c'est celui-là ici, le départ de ce groupement partant-là, qui va être impliqué dans l'étape lente. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'avoir un bon groupement partant ici. En plus de ça, quand je vais avoir un halogénure tertiaire, ça va aussi généralement faire une élimination de E1. Tout simplement parce qu'on se souvient que lorsque j'ai un carbocation qui est primaire, il va être moins stable que le carbocation qui est secondaire, qui lui va être moins stable que le carbocation qui est tertiaire. Dans le cas ici, vu qu'on a la formation d'un carbocation, ce qui n'était pas le cas pour les éliminations 2, donc ici la formation du carbocation va être favorisée si on a un carbocation qui est plus stable, donc un carbocation tertiaire. Donc l'halogénure tertiaire va favoriser donc l'élimination 1. Ici, il faut noter que la force de la base n'aura aucune influence sur cette réaction, simplement parce que la base va venir rentrer en ligne de compte en deuxième partie de la réaction, lorsque j'ai la réaction qui est rapide, l'étape rapide. Donc, ce n'est pas celle-là qui va déterminer la vitesse de la réaction. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir une base qui est particulièrement forte.
Une chose qui est importante à noter pour les réactions d'élimination, c'est que parfois je vais avoir des éliminations qui peuvent mener à différents produits pour un même substrat. Comme si on regarde ici le 2-bromobutane. Donc, on observe que premièrement, on regarde notre carbone alpha, qui est celui qui supporte l'halogène. Bien, je vais avoir deux possibilités de carbone bêta. Donc, je peux avoir celui-là ici et celui-là ici. Donc, j'ai deux carbones qui sont voisins de celui qui supporte l'halogène. J'ai premièrement, dans le fond, ces deux-là pourraient tous les deux être éliminés, ce qui va mener à deux produits différents. Donc, si j'utilise une base forte, comme par exemple celle qu'on a ici, je vais commencer par éliminer l'hydrogène qui va se retrouver à gauche. Donc, je vais venir chercher l'hydrogène. Donc, la base va venir chercher un H+. Ensuite, la liaison carbone-hydrogène va se briser pour venir former une liaison double ici et finalement, je vais avoir le départ du bromure. Ce qui va nous donner comme produit cette double liaison-ci du méthanol et finalement notre ion bromure. Donc, si je fais l'élimination maintenant de l'autre hydrogène, la première étape va être la même, mais avec l'autre hydrogène. Je viens simplement chercher l'hydrogène ici. Je vais avoir un prix de la liaison carbone-hydrogène pour venir former une double liaison et finalement le départ de l'ion bromure, ce qui va nous donner les produits suivants. Premièrement, cette double liaison-ci qui va s'être faite entre ces deux carbones-là, du méthanol encore une fois et du bromure. Donc on voit ici que j'ai deux produits qui peuvent être formés. Si on fait cette réaction-là dans le laboratoire, ce qu'on va observer, c'est que j'ai 80% de la deuxième réaction qui s'est produite et 20% de la première. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi que j'ai une des deux doubles liaisons qui va être favorisée. En fait, on va dire dans ce cas-ci, si j'ai deux produits qui sont formés, mais que j'en ai un qui est formé en plus grande quantité que l'autre, on va dire que la réaction d'élimination va être régiosélective, ce qui veut dire que j'ai une région de la molécule qui va être plus favorisée que l'autre. La raison pour laquelle que je vais avoir un des deux produits qui va être favorisé, c'est que les alcènes ne sont pas tous aussi stables les unes que les autres. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que quand j'ai une double liaison, si j'ai plus de substituants alkyles alentour, ben la double liaison va être plus stable. Comme si on regarde ici, les substituants alkyles sont représentés par des R. La première alcène qui a 4 groupements alkyles va être plus stable que la deuxième qui en a 3, va être plus stable que celle qui en a 2 et va être encore plus stable que celle qui en a 1. Donc ici, on voit que plus que j'ai de substituants alkyles, plus que mon alcène va être stable. Aussi, on va observer que si j'ai deux groupements qui sont volumineux, comme par exemple si on compare là, des groupements alkyles R et les hydrogènes, ce qu'on va observer, c'est que si j'ai les groupements qui sont volumineux, qui sont plus loin un de l'autre, donc qui ne sont pas du même côté de la double liaison, ça va être plus stable que s'ils sont du même côté. Donc, si on revient à notre réaction qu'on avait vue précédemment, on avait vu que cette double liaison-ci était formée à 20%, tandis que celle-ci était formée à 80%. Donc, si on regarde cette double liaison-ci, une bonne façon de voir le nombre de substituants, c'est de l'entourer puis de regarder le nombre de substituants alkyles qui sort de mon cercle. Donc, on voit ici que j'ai un substituant alkyle pour ma première double liaison, tandis que pour celle-là ici, j'ai deux substituants alkyles. Donc, notre première alcène qui a un substituant alkyle va donc être moins stable que ma deuxième alcène qui va avoir deux substituants alkyles. Et c'est pour ça que, dans le fond, le produit qui s'est fait en plus grande quantité va être le deuxième ici, qu'on va appeler notre produit principal, tandis que le premier ici, dont l'alcène est moins stable, va être notre produit secondaire et ça va être lui qui va se faire en moins grande quantité. On a un autre exemple ici qu'on peut utiliser pour une réaction qu'on va utiliser le mécanisme E1. On va voir que c'est exactement le même principe. Donc, la première étape de la réaction va être la même, là, peu importe pour un produit et pour l'autre. Donc, on se rappelle que la première étape d'une réaction E1, c'est le départ de notre halogénure. Donc, première étape ici, je fais partir mon Cl qui va nous donner un carbocation, qui va être le carbocation suivant.
Ici, j'ai aussi ajouté là, les hydrogènes sur les carbones voisins. Là, qui étaient là, il était juste sous-entendu. Donc, ça serait ce carbone-ci et ce carbone-ci qui sont nos deux carbones bêta. Donc, l'étape suivante va être de venir faire une élimination en utilisant comme base l'eau. Donc, premièrement, je vais venir le faire avec le carbone avec l'hydrogène de droite. Donc, je viens chercher mon hydrogène et je viens former ma double liaison qui me donne la double liaison que vous voyez ici et je forme aussi du H3O+. Le deuxième exemple ici, c'est que ça serait l'eau ici qui viendrait réagir comme base. Je viendrai chercher l'hydrogène. Je viendrai former une double liaison de ce côté-ci, ce qui viendrait former la double liaison que vous voyez ici, là, qui se retrouve entre les deux carbones qui sont là, et finalement, j'ai du H3O+, qui s'est formé. Si on regarde les deux produits de cette réaction-là, donc j'ai premièrement le produit qui se trouve ici en haut, où j'ai deux substituants. Donc, deux substituants. Finalement, le produit du bas, ici, va avoir trois substituants. Ce qui va faire que ce produit-ci va donc être plus stable que celui-là, et c'est celui-ci qui va être notre produit principal. Donc, c'est ce qui met fin à cette capsule vidéo sur les éliminations. Donc, dans la prochaine capsule vidéo, nous allons parler des substitutions. Merci.